Saviez-vous qu'avant James Bond contre Dr No, il existait déjà une aventure du héros filmée dans une émission américaine, et dont le premier interprète fut Barry Nelson, que le grand méchant, le chiffre, était alors interprété par le grand Peter Lorre, et que la toute première Bond Girl s'appelait Linda Christian? Savez-vous comment a eu lieu le tournage, de quoi parle l'histoire, et surtout pourquoi pendant des années peu de personnes en connaissaient l'existence? Je vous propose un petit voyage le 21 octobre 1954 à Los Angeles. Salut les amis, c'est Mathieu, bienvenue dans un nouvel épisode des Docs de Planète Ciné officiel, le meilleur endroit pour parfaire sa culture ciné tout en s'amusant. Tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Alors n'hésitez pas à liker et commenter, cela nous aide dans le référencement de la chaîne, et abonnez-vous, ça nous motive à vous proposer toujours du nouveau contenu et de qualité. Et nous commençons cette vidéo par les origines du tout premier James Bond à la télévision, Casino Royale 1954. Lorsque Ian Fleming publie son premier roman d'espionnage Casino Royale en avril 1953, l'auteur britannique est désireux de pouvoir rapidement en vendre les droits d'adaptation au cinéma. Loin encore du grand écran, c'est une chaîne de télévision américaine, CBS, qui s'y intéresse et les lui achète pour juste 1000 $ de l'époque, environ 10 000 $ actuels. Si de nos jours la somme peut paraître dérisoire en conséquence de ce que représente le personnage actuellement, c'est qu'en 1954, James Bond n'est encore qu'un parfait inconnu. Fleming souhaitait donc faire adapter son roman dans le but de faire connaître 007 du grand public aux USA, où son premier livre ne s'était alors écoulé qu'à 4000 exemplaires, c'est-à-dire légèrement moins qu'en Grande-Bretagne, et pour une population 3 fois plus nombreuse. Quant à CBS, il désirait utiliser l'intrigue du roman pour l'adapter au format de sa toute nouvelle émission Climax. Climax, ou Climax Mystery Theatrcal, était une série de téléfilms diffusés tous les jeudis soirs durant la première partie de soirée. L'émission a duré près de 4 ans, du 7 octobre 1954 au 26 juin 1958, et a rassemblé 166 épisodes en tout, quelquefois basés sur des adaptations de romans ou de nouvelles policières ou de suspense, et possiblement joués en live. Le tout premier épisode fut une adaptation d'un roman de 1953, The Long Goodbye, le 6e opus des aventures du célèbre détective privé désabusé imaginé par Raymond Chandler, Philip Marlowe, interprété à l'occasion par Dick Powell mais immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart et son éternel imperméable beige et son chapeau. Le second épisode est une relecture d'une vieille pièce de théâtre de Bayard Weyer, The 13th Chair, un classique de Broadway et du cinéma muet. La troisième soirée de lancement de Climax sur les ondes de CBS est alors Casino Royale, le 21 octobre 1954 à 20h30 heure de New York. La mécanique de chaque téléfilm est assez simple, de courtes histoires d'environ 50 minutes, entrecoupées de 3 pages de publicité, un générique, un présentateur qui annonce rapidement l'histoire peu ou prou fidèlement au roman, et la découverte du casting. Or, ce dernier est l'un des points forts de la série, car les studios CBS promettent des stars à l'affiche. En effet, les tournages avaient lieu dans les studios 43 de CBS Television City à Los Angeles, et au besoin pouvaient être étendus aux studios 31, 33 et 41. Ils étaient ainsi idéalement placés à Beverly Hills, tout près des habitations des stars qui pouvaient alors s'y rendre facilement. Ainsi, pendant les 4 années de diffusion, les spectateurs ont pu avoir le plaisir d'observer de véritables stars du grand écran et d'autres en devenir, comme John Wayne, Zaza Gabor, Robert Mitchum, Charlton Heston, Steve McQueen, William Shatner, Vincent Price, Lee Marvin, Boris Karloff, Angela Lansbury, Shelley Winters, Joanne Woodward. Et le tout filmé par de nouvelles sortes de caméras, des RCA TK40A, des caméras couleur. Et oui, Casino Royale était à l'origine l'une des toutes premières émissions diffusées en couleur. Mais alors, pourquoi donc le film que nous avons est en noir et blanc et en piteux état? Il faut savoir que chaque émission était aussi enregistrée en même temps pour garder une trace dans les archives. Ainsi, Casino Royale fut, comme les autres, enregistré en noir et blanc en même temps que diffusé en couleur. Or, le seul moyen de l'enregistrer à l'époque était le film 16 mm par l'utilisation d'un kinéscope. Le film ainsi obtenu en celluloïd, un cinégramme, a donc des caractéristiques élémentaires, du noir et blanc et une altération avec le temps. Casino Royale n'avait pas fait grand bruit à l'époque. Le téléfilm était alors passé inaperçu et la bande fut rangée, stockée et puis au fil des années perdue. Jusqu'en 1981 où un certain Jim Schomberger, alors historien du cinéma, l'acheta dans un marché aux puces. Selon la légende, il n'y avait aucune mention sur la boîte et selon une autre version, il y aurait été écrit Casino Royale 1967. On se demanderait alors pourquoi préciser l'année après le titre, au vu que ce film parodique était dans l'esprit de tous le seul et unique. Le téléfilm n'étant alors plus qu'une trace dans les mémoires avec d'anciennes affiches de l'époque, quoi qu'il en soit, c'est grâce à cet homme que le film fut redécouvert et restauré. Et surtout,
que nous avons enfin pu prendre connaissance de son contenu. À présent, l'un des acheteurs en a fait don au musée de l'audiovisuel de New York où il est entre de bonnes mains. Cependant, le film trouvé par Jim était incomplet avec les 2 dernières minutes manquantes qui furent retrouvées quelques années plus tard sur une autre pellicule, mais qui étaient davantage endommagées. On peut voir la transition qui est flagrante entre les 2 moments. Et heureusement que cette fin a été découverte, car elle nous donne une conclusion et un dernier ressort au méchant du film, le chiffre. Cela aurait été dommage et ironique d'être privé du climax final. Le téléfilm visible n'est donc pas d'une grande netteté à l'image, mais il est tout à fait regardable. Et il nous permet de voir le premier James Bond filmé, l'acteur américain Barry Nelson, celui-là même qui apparaît comme le gérant de l'hôtel Overlook dans le Shining de Kubrick. Les scénaristes de CBS, Charles Bennett et Anthony Ellis, décident de se mettre assez tardivement au travail et distribue les rôles aux acteurs qui accepteront le format d'1 heure en live. Or, Barry Nelson n'est au début pas très enclin de jouer dans le téléfilm de Climax. Déjà parce que le tournage en direct le fatigue car étant devenu habituel à l'époque, mais en plus, à ce moment-là, quand son agent l'appelle au téléphone, il est tout bonnement en vacances en Jamaïque. Nul ne connaissait James Bond et la seule et unique raison qui a pu décider le modeste acteur d'y participer était de pouvoir tourner avec celui qui incarnera le grand méchant, Peter Lorre. L'acteur excelle dans l'art de doubler les méchants, les traîtres et les perfides. Nelson est fan de Lorre, et encore aujourd'hui, Peter Lorre est considéré comme l'un, voire le meilleur acteur du monde. Et l'occasion de partager une scène, une pièce avec lui ne se refuse absolument pas. L'occasion est trop belle. Et en plus, il y a une seconde star, l'ancienne maîtresse d'Errol Flynn, Linda Christian, une amie à lui issue de la Paramount. Comme nous l'avions déjà vu plus haut, l'objectif de Climax était de réunir des stars, et cette dernière fait partie du sérail de Beverly Hills. Même si son rôle le plus marquant n'était que dans Tarzan et les sirènes. Mais la distribution ne s'arrête pas aux têtes d'affiche, elle englobe aussi d'autres acteurs dont certains sont originaires d'Europe. Et c'est une aubaine. Casino Royale 54 se passe en France et montre des hommes de l'Est. Nous avons l'Australien Michael Patt dans le rôle de Clarence Slater qui écrira plus tard de très nombreux scénarios pour la télévision américaine, les Français Eugène Borden et Jean Delval dans les rôles du croupier et du gendarme, mais aussi le trio des hommes de main qui sont d'Europe centrale. Jürgen Tarak, Schultz, Jenroff, Basile et Kurt Katch, Zoltan. 3 tueurs qui ont la gueule de l'emploi. Sans oublier celui qui ouvrira et clôturera l'épisode, William Lundigan, le présentateur. Le roman Casino Royale a ceci de pratique pour Climax que l'intrigue peut très bien obéir aux règles du théâtre, une unité de lieu, d'action et de temps. Comme l'intrigue se passe en temps réel, il faut le moins de décors possible afin que les acteurs ne courent pas d'un plateau à l'autre. Un couloir, une chambre, le casino et une entrée sont d'ailleurs les seuls éléments visibles. Les scénaristes Bennett et Ellis ont assez fidèlement adapté l'histoire pour la faire tenir dans un format télévisuel grand public américain de 48 minutes divisé en 3 actes. Le tout pour un budget total de 25 000 $. Donc pas de scène à l'extérieur et pas d'attentat à l'explosif. Au lieu de cela, une courte fusillade. Il est à noter que la production a quand même pris le risque d'employer des minis-explosifs dans une scène en live. De plus, les décors ne font pas cheap pour autant. Les espaces sont grands, diversifiés et apportent un élément caractéristique des futurs Bond, le luxe. Le casino est rempli de tableaux, de colonnes, de décorations, de sculptures, ainsi que les chambres qui sont crédibles à celles d'un palace de l'époque. Et puis pour 25 000 $, il est à prendre en compte que le film est tourné au milieu de beaucoup de figurants, donc des salaires en plus. Beaucoup de figurants signifie donc placement, synchronisation et bruit. Et là, aucun faux pas n'est possible, même si l'altération de la bande est marquée. Le son est tout à fait géré conventionnellement. Une scène est même compliquée. Lorsque Bond parle à Matisse, il met en fond sonore une musique de Chopin. Or, si elle est trop forte, on n'entend plus les acteurs. Si elle ne l'est pas assez, la scène n'est plus crédible. Un joli travail sonore qui est à mettre sur le compte des 2 ingénieurs de l'époque, qui deviendra le futur compositeur à succès, Jerry Goldsmith himself. Les costumes, eux aussi, sont choisis. De longues robes, des boas en fourrure, des bijoux pour les figurants, mais aussi des smokings, des tenues qui ne furent pas difficiles à trouver car l'intérêt de Casino Royale en 1954 est d'utiliser les costumes du moment. On pourrait même dire que Casino Royale 54 est le seul film qui ne transpose pas James Bond dans l'époque de diffusion, mais dans celle du moment du livre, les années 50. Et puis nous avons le montage en direct avec plusieurs dizaines de caméras, avec aux commandes un régisseur général, William H. Brown Jr. Ce dernier doit alors procéder au découpage et au storyboard en direct, tout en passant d'une caméra à l'autre. Les caméramens devant eux aussi obéir à une chorégraphie complexe, avancée, travelling, zoom, dézoom, plan américain. Et il faut aussi penser à réaliser une table de poker à part, pour filmer les gros plans des cartes. Bref, tout ceci en tant que spectateur paraît très fluide, mais l'ensemble obéit à une mécanique encore très compliquée.
La régie de l'époque est alors comparable à la Capcom de la future NASA, avec des techniciens vissés chacun devant leur écran en donnant chacun les signes aux caméras. D'énormes engins peu maniables. Un des studios de CBS en 1954 avec la régie et son réalisateur. Mais les plus grosses difficultés de l'épisode de Climax ne sont étrangement pas dans la technique. Elles se situent au niveau des comédiens. Car il faut répéter plusieurs fois les scènes et se placer correctement, connaître par cœur ses dialogues. Or, Linda Christian n'est pas présente à toutes les répétitions, car elle doit divorcer avec son ex-mari, et puis Nelson juge son propre personnage d'espion peu développé et ses dialogues particulièrement plats. Peter Lorre soutient l'acteur dans sa volonté de réécrire certains d'entre eux, et c'est ce que font alors les scénaristes. Barry Nelson disait « J'étais très mécontent du rôle, je pensais qu'il l'avait écrit de manière médiocre, pas de charme, pas de personnalité ou quoi que ce soit. » Et donc ceci aura un impact sur la représentation finale. James Bond est donc adapté pour le public de CBS qui l'a fait devenir un Américain travaillant pour la CIA. Non pas celle-là, la Combined Intelligence Agency. Et aucun 007 n'est présent dans les dialogues. Il porte un surnom pour l'américaniser, Jimmy ou Jim, bien qu'au générique le personnage soit crédité par son véritable prénom, James. Il est dès le départ un personnage connu pour être un habile joueur de cartes, Leiter l'appelant même Card Sense Bond, Bond le sens des cartes. Afin d'éviter à développer une intrigue amoureuse avec la jeune femme, Bennett et Ellis tissent entre les deux une ancienne liaison, ce qui instaure directement les émotions entre les deux personnages qui sont dans des camps opposés. Bond pour l'Ouest et Valérie pour l'Est, car Vesper Lynd est absente du film. À la place, Valérie, dite Valériane Matisse, qui est la fusion du personnage de Lynd et de Matisse. Étrangement, ce personnage s'insère bien et donne un aspect très tourmenté à Bond. Il est amoureux, mais trahi par sa position dès le départ. Il sait qu'elle œuvre pour l'ennemi. Effet marquant, pour le tout premier Bond, la Bond Girl se détourne par amour pour lui et se sacrifie presque. Elle sait qu'en trahissant le chiffre, elle court à sa perte. La fin n'est pas fidèle à celle du roman. Matisse, donc Vesper, ne se suicidant pas et laissant un happy ending bien californien. Nous noterons quand même la volonté d'inclure la scène de torture remplaçant la tapette à tapis par des pinces et des orteils, et ça fait très mal avec les ongles surtout. Mais les cris sont là et la scène donne des frissons. Elle n'a pas dû être évidente à tourner alors que la Seconde Guerre mondiale était encore vive dans les mémoires. La censure américaine a cependant laisser ce moment à la télévision pour un public familial. Et puis, il y a Félix, qui devient Clarence Leiter, transformé en agent britannique de la section S à Royal Les Eaux. Il est à la fois la fusion de Leiter, de M et de Matisse. Car il explique, aide et intervient dans la mission de Bond. C'est également par lui que le spectateur peut avoir des informations sur des scènes hors champ. Son personnage en smoking, toujours calme et malin, est peut-être celui qui se rapprocherait le plus du caractère de notre 007 actuel. La prestation de Pate est tout simplement parfaite. Il est cynique, subtil et désinvolte, roulant un tueur dans la farine et s'inquiérant de manière très intelligente des affaires de Bond. Il n'est pas un faire-valoir et donne la réplique parfaitement. Le personnage du chiffre est quant à lui particulièrement fidèle. Il est bien un agent des services secrets soviétiques et tente de récupérer ses gains perdus au baccarat. Peter Lorre est tout simplement parfait dans son rôle, même si on sent qu'il n'est pas tout à fait à son maximum. Le téléfilm est filmé et diffusé le jeudi 21 octobre 1954 à 20h30 à New York, c'est-à-dire tourné et diffusé à 17h30 à Los Angeles. Tout le monde est prêt sauf que la réécriture demandée par Nelson fait que le film est bien trop long de 2 minutes. Branle-bas de combat, au dernier moment, les acteurs et les producteurs se voient contraints de couper des dialogues et quelques explications à l'improviste. Nelson n'est pas à l'aise. Il a maintenant des tics nerveux devant les caméras. Le réalisateur, William H. Brown, et le staff pensent qu'il essaye d'imiter Bogart. Mais non, Nelson loupe juste sa prestation et est rempli de trac. Et pourtant, presque 70 ans après, le spectacle est bon. Jimmy Card Sense Bond est particulièrement crédible car son aspect comique et détaché de manière accidentelle lors de son entrée colle en réalité au personnage que nous connaissons. Il est dur mais rempli d'incertitudes, de tics et de malaise, comme doit l'être James Bond dans pareil cas. La mauvaise partition de Nelson britannise et humanise le héros américain sans peur qu'il était censé incarner, et ceci est parfait. Sans le vouloir, Nelson donne une interprétation d'un 007 en rupture tellement humaine. Lorre est démoniaque et pervers à souhait, et on comprend qu'il pourrait tuer vraiment. Son accent, ses mimiques, son agacement et son emprise transpercent l'écran. Casino Royale 54 a été au final une excellente expérience, peu plaisante sur le moment pour Barry Nelson, qui aurait certainement voulu davantage montrer son talent à son modèle Peter Lorre. Mais au final, des années après la redécouverte du film, il fut interviewé et reconnu comme le premier acteur ayant incarné James Bond. Bien qu'honnêtement, il ne se définissait pas lui-même ainsi et considérait ce téléfilm qu'il n'avait jamais vu comme mauvais.
Blu-ray. À présent, le film est libre de droit sur internet à la disposition de tous. Et vous savez quoi? Ce que j'aimerais, qu'on le double enfin en français et qu'on le colorise comme il avait été diffusé à l'origine. 4 ans après la diffusion en 1958, Ian Fleming est de nouveau contacté par CBS afin de réaliser d'autres histoires basées sur James Bond. Mais le projet est avorté par le studio et finalement 4 de ses idées de scénario furent réutilisées dans le recueil de nouvelles For Your Eyes Only. Ainsi, nous aurions peut-être pu avoir Quantum of Solace, Risiko ou encore The Hildebrand Rarity, comme épisode d'une série télévisée américaine ayant James Bond pour héros. Mais outre cette version, celle de 67 avec David Niven et Casino Royale 2006 avec Daniel Craig, il existe encore un autre Casino Royale oublié à l'état de script qui aurait dû être tourné dans les années 60. Tout ceci est raconté par Clément Feutry sur son site commanderjamesbond.net, dont le lien est dans la description. Et si jamais personne ne s'est retourné vers lui pour lui demander s'il était bien James Bond, Nelson avait quand même une anecdote. Une fois enfermé avec sa femme et 2 inconnus dans un ascenseur bloqué entre 2 étages, la femme du couple inconnu s'est alors mise à dire si seulement James Bond était là, et Nelson de se dire dans sa tête et pourtant il est là. Laissez-nous un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao!